Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est un des spectacles les plus éblouissants qui soit, arrivé sur la mer de Marmara, scintillante en vue de la Corne d'Or, sous les murs d'Istanbul. Nous sommes en octobre 1887 et un navire qui bat pavillon français transporte un officier de marine dont les sentiments à l'approche de la cité reine sont assez mêlés, très particuliers. Il entretient avec cette ville, il entretient avec Istanbul un lien très particulier, cet homme-là. Il y a 10 ans, il était venu pour la première fois, déjà à l'époque il était officier de marine et il avait profité d'une permission de plusieurs mois pour demeurer sur place. On était donc en 1877. Il avait vécu là une histoire d'amour très intense avec une belle circassienne aux yeux verts. Elle s'appelait Hatice. Passion extraordinaire qui avait duré 8 mois. Ils avaient couru ensemble en tout Istanbul à toutes les heures du jour et de la nuit. Et puis, l'officier avait dû repartir, évidemment, ce qui ne les avait pas empêchés de continuer d'échanger des lettres longuement. Il a essayé de la faire venir en France sans succès jusqu'au jour où les lettres de la circassienne ne sont plus arrivées. Et alors qu'il était sans nouvelles, il a écrit, Julien Viaud, puisque c'est lui dont nous parlons, il a écrit un roman qu'il a intitulé Aziyadeh. C'est le nom qu'il a prêté à son amour Hatice, Aziyadeh. Ça a été le début de la carrière littéraire de celui qui s'est mis à signer Pierre Loti, carrière qui devait très vite le conduire à l'Académie française. Pierre Loti revient donc avec, dans la main, tout écorné, ce premier livre. Voici ce qu'il écrit. Depuis 10 ans que les hasards de mon métier de maire me promènent à tous les bouts du monde, jamais je n'ai pu revenir là, jamais. On dirait qu'un sort, un châtiment sans merci m'en est constamment éloigné. Jamais je n'ai pu tenir le solennel serment de retour qu'en partant j'avais fait à une petite fille circassienne abîmée dans le suprême désespoir. Je précise, parce que nous sommes à une époque, il faut tout préciser, que la petite fille en question est une jeune femme, en vérité. Et je ne sais plus rien d'elle, qui fut la bien-aimée à qui je croyais m'être donné jusqu'à l'âme, pour le temps et pour les au-delà infinis. Mais depuis que je l'ai quittée, constamment je suis poursuivi en sommeil par cette vision, toujours la même. Mon navire fait à Stamboul une relâche inattendue, rapide, furtive. Ce Stamboul revu en songe est étrange, agrandi, déformé, sinistre. En hâte, je descends à terre, avec la fièvre d'arriver jusqu'à elle, et 1000 choses m'en empêchent, et mon anxiété va croissante à mesure que passe l'heure. Puis, tout de suite, vient le moment de l'appareillage, et alors, de partir sans l'avoir revue, et sans avoir seulement rien retrouvé de sa trace égarée, j'éprouve tant d'angoisse que je me réveille. Pour le relire pendant cette soirée d'attente, je vais chercher avec crainte un livre qu'autrefois j'ai publié par besoin déjà de chanter mon mal, de le crier bien fort aux passants quelconques du chemin, et que depuis le jour où il a paru, je n'ai plus jamais osé rouvrir. Pauvre petit livre, très gauchement composé, je pense, mais où j'avais mis toute mon âme alors, mon âme en déroute, et prise des premiers vertiges mortels, ne pensant pas du reste que je continuerais d'écrire, et qu'on saurait plus tard qui était l'auteur anonyme d'Aziyadeh. Aziyadeh, un nom de femme turque, inventé par moi pour remplacer le véritable, qui était plus joli et plus doux, mais que je ne voulais pas dire. Avec recueillement, comme si je regardais dans une tombe en soulevant la dalle funéraire, je commence à tourner ces pages oubliées, étonnantes pour moi-même qui les ai jadis écrites. Des enfantillages d'abord qui me font sourire. Un certain loti de conventions auxquelles je m'imaginais ressembler, et puis ça et là des bravades, des blasphèmes, les uns banals et ressassés dont j'ai pitié, les autres si désespérés et si ardents que c'étaient encore des prières, ô le temps jeune où je pouvais blasphémer et prier. Mais tout l'exprimé qui dormait entre les lignes, entre les mots impuissants et sourds, s'éveille peu à peu, sort de la longue nuit
où je l'avais laissé s'évanouir, ils me réapparaissent, ces insondables dessous de ma vie, de mon amour d'alors, sans lesquels, du reste, il n'y aurait eu ni charme profond, ni intime angoisse. Eh bien, la vraie fin reste mystérieuse encore, et je tremble en songeant que je la connaîtrai bientôt, que je pars demain pour aller remuer là-bas toute cette cendre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre Loti, appelons-le ainsi, Julien Viaud, Pierre Loti s'est donné une mission, retrouver Adige. Il faut dire qu'il s'est marié il y a 1 an avec Blanche de Ferrières. Il n'est pas question qu'il retrouve Adige donc dans l'optique de renouer ce grand amour, mais, et ça peut se comprendre, Pierre Loti veut savoir ce qu'elle est devenue, sa belle circassienne, et d'autant plus qu'il ne va rester à Istanbul que 3 jours. Le bateau, encore une fois, doit repartir très vite. Il est habité d'une espèce de mélancolie très particulière, à la fois sourde et colorée, et c'est dans cet état d'esprit-là qu'il va se mettre à courir les rues d'Istanbul, extraordinaire cité, c'est Byzance, c'est Byzance. Il la trouve bien changée, cette ville, qu'il perçoit maintenant différemment, recherche jour et nuit la trace de celle qui a été son amante, gère à travers le dédale sombre et vide des rues, croisant des spectres en proie à une intime terreur, dit-il. Et puis, par le plus grand des hasards, ça fait 2 jours quand même qu'il sillonne tous les lieux qu'il avait partagés jadis avec son amour, il va finir par croiser et reconnaître une ancienne domestique de sa maison. Il la prend contre ses bras, cette Anaktar, c'est son nom. Il dit qu'il est Loti. La femme le reconnaît et, sans attendre, l'officier lui demande évidemment ce qui lui brûle les lèvres. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-il advenu d'Adige? Et la femme se tait. Et il comprend. Si aucune lettre ne lui était parvenue en France, c'est qu'Adige n'était plus de ce monde. La domestique ignore quelle maladie l'a emporté, elle n'est pas capable de le dire, mais s'il veut, elle va l'emmener, elle va le conduire jusqu'au cimetière. Alors ils s'y rendent, le long d'une allée bordée de cyprès, des cyprès noirs, et c'est vrai que la tombe, ou plus exactement la stèle, est là, avec ce grand marbre à la turque qui porte son nom. Dans un moment de silence qui ne s'arrête plus, Pierre Loti regarde autour de lui. On est loin du centre de la ville. L'horizon est parsemé d'arbres lointains. Il y a quelques collines. Et il est temps de rentrer. C'est en silence qu'il va regagner son hôtel. Il n'en sortira plus jusqu'à son départ, le soir même, sur ce navire militaire. Au soleil couchant, dans cette soirée d'octobre, il regarde la ville s'éloigner. Est-ce que c'est la fin de cette histoire qui le liait si intimement à Istanbul? Non, non. En vérité, ce n'en est que le début. Vous écoutez Radio Classique. Alors, je me dis à ce stade qu'il faut peut-être présenter un peu mieux ce Julien Viaud, ce Pierre Loti, pour ceux qui ne le connaîtraient pas tout à fait. Bien sûr qu'il est originaire de Rochefort-sur-Mer, ça je pense qu'on le sait. Il était né au milieu du siècle, en 1850, dans cette bonne famille bourgeoise de Rochefort. Son grand frère a 14 ans de plus que lui a raconté les voyages qu'il avait faits dans la marine, il lui a parlé de Tahiti, la Polynésie, et ça l'a fait rêver, le petit Julien qui, à son tour, s'est engagé, devenu officier après un cursus à l'école navale. Il se trouve que son frère est mort prématurément dans l'océan Indien, et c'est lorsqu'il se rend lui-même à Tahiti pour la première fois que la reine Pomaré va lui donner ce nom de Loti. Loti, ça veut dire le laurier rose en tahitien. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire par rapport à Julien. Il poursuit sa carrière maritime, il est bel homme, il vit pas mal d'aventures, donc cette grande passion amoureuse à Istanbul, dont il va faire ce roman qui n'est que le premier d'une longue liste, et tous ces livres ne sont que des livres de voyage. Il y a ces descriptions fantastiques de Jérusalem, bien sûr, avec les préjugés de son temps. D'ailleurs, tout est toujours empreint du regard, bien sûr, de cette fin du 19e siècle. Personne mieux que lui ne décrit une atmosphère, un paysage
paysages. On a l'impression d'être dans le spectacle même qui habite les lieux à travers lesquels il ne fait que passer, somme toute, mais passer en scribe. Et progressivement, Loti va devenir un des écrivains français les plus lus. Et il entre à l'Académie française, tenez-vous bien, à 41 ans. C'est quand même pas très, très banal. Il y a dans son cœur cette passion permanente pour l'Orient et au cœur de l'Orient, au cœur du cœur, si on peut dire, la ville d'Istanbul, capitale à l'époque de l'Empire ottoman, bien sûr. Les relations entre Paris et la Sublime Porte ne sont pas toujours très bonnes. D'ailleurs, Pierre Loti va devenir un petit peu une sorte d'ambassadeur de la Turquie. Et il se mêle tellement à cette culture que lorsqu'il est en Orient, il n'est plus Julien Viaud ni Pierre Loti. Il est devenu Harik Housim Effendi. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il sait bien qu'en ce tournant de siècle, l'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe. Vous connaissez l'expression. Tout ce qu'il voit est appelé à changer. En 1890, à l'occasion d'un voyage dans cette ville, dans sa ville de cœur, donc 3 ans après ce que je viens de vous raconter, on lui demande d'écrire un texte qui immortaliserait ce qu'était Istanbul. Il accepte. Ça va s'appeler Constantinople fin de siècle. « Ô Stamboul !» écrit Pierre Loti. De tous les noms qui m'enchantent encore, c'est toujours celui-là le plus magique. Sitôt qu'il est prononcé devant moi, une vision s'ébauche très haut dans l'air et d'abord dans le vague des lointains, s'esquisse quelque chose de gigantesque, une incomparable silhouette de ville. La mer est à ses pieds, une mer que sillonnent par milliers des navires des barques dans une agitation sans trêve et d'où monte une clameur de Babel. En toutes les langues du Levant, la fumée flotte comme un long nuage horizontal sur l'amoncellement des paquebots noirs et des caïques dorés, sur la foule bariolée qui crie ses transactions et ses marchandages. L'incessante fumée recouvre tout de son voile, et c'est là-bas, au-dessus de ces buées et de ces poussières de houille, que la ville immense apparaît comme suspendue en plein ciel clair. Pointent des minarets aussi aigus que des lances, montent des dômes et des dômes qui s'étagent les uns sur les autres comme des pyramides de cloches de pierre. L'heure du soleil couchant me trouve au quai de Top Hané, assis en plein air devant un café à regarder passer le monde et tomber la nuit. Les rangées de divans en plein air peu à peu se garnissent sans distinction de personnages de toutes les races, de tous les costumes du Levant, les garçons affairés à court, portant les microscopiques tasses de café et le raki, et les bonbons et les braises ardentes dans les petits vases de cuivre. La grande flânerie douce des soirs d'Orient commence, les narguilés s'allument, les cigarettes blondes remplissent l'air odorant de fumée. Sur la voie libre passent encore toutes sortes de gens et de voitures, de beaux cavaliers militaires, bien montés, et de nobles mines, qui s'en vont vers les palais du sultan ou qui en reviennent, des loueurs de chevaux, tirant par la bride leurs bêtes toutes scellées, des marins de nationalité quelconque, débarqués après leur journée finie, des marchands ambulants agitant leurs petites cloches ou criant à tue-tête leurs gâteaux, leurs sorbets, leurs fruits. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a 53 ans en 1903, Pierre Loti, oui, puisqu'il est né en 1850. Maintenant, il est devenu le pacha du navire Le Vautour. Et en septembre de cette année 1903, ça faisait 9 ans qu'il n'était pas venu à Istanbul. Et le voilà de nouveau sur le Bosphore, sur cette mer de Marmara. Jeudi 10 septembre, écrit-il, je suis arrivé ce matin à bord du Vautour avec Osman et Jean et tout mon bagage. Après 2 heures de navigation en chaloupe à vapeur le long de la rive du Bosphore pour aller jusqu'à Beykoz. Et ce soir, à l'heure mélancolique et douce du soleil couchant, un instant de calme et de silence sur la galerie du Vautour, regardant la côte d'Asie. Devant moi, ce petit village très turc de Beykoz, avec sa vieille mosquée dans les arbres, des senteurs turques m'arrivent de terre, puis le chant du muezzin dans le silence, et pour la première fois, je me rends compte que le rêve est accompli, que je suis en Turquie, sur mon navire, pour un exil de 18 mois, un exil mélancolique et doué. Le flot des souvenirs revient tout à coup avec le tranquille crépuscule. Depuis bien longtemps,
Je n'avais senti si présente la chère petite morte. C'est elle qui m'a ramené ici, la chère petite morte. Et comme je suis seul dans la vie à cette heure... L'arrivée de Pierre Loti est saluée par la presse. C'est devenu une grande célébrité. Bien sûr, le Stamboul, après un mois, va souligner que le retour de Loti a été salué en vers et en prose dans tous les journaux. Et le sultan demande à voir Pierre Loti. On va échanger sur les civilisations de l'un et de l'autre. Mais la vérité, c'est que la civilisation de Pierre Loti, c'est devenu celle du sultan maintenant. Il est tellement amoureux de la Tunisie que dans sa maison de Rochefort, il fera rebâtir des décors turcs. Il y a ce salon turc, et puis cette chambre arabe, tout ça reproduit ce qu'il a aimé, ce qu'il a connu. Il y a des morceaux entiers de mosquées, une salle Renaissance, une salle chinoise, une salle à manger gothique. J'ai eu l'occasion de vous parler de ça et Pierre Loti dira « C'est ma sainte Mecque, à moi ce petit coin-là. Il me semble que cela déséquilibrerait quelque chose dans ma vie, que je perdrais pied, que ce serait presque le commencement de ma fin. » Si tout ça venait à lui manquer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce sera bientôt la Première Guerre mondiale. C'est que Pierre Loti a tout fait pour éviter à l'Empire ottoman de faire la mauvaise alliance, si je puis dire. Il voulait que l'Empire ottoman penche du côté des Français, des Anglais, mais vous savez que Mehmed VI était plutôt, lui, convaincu de l'alliance avec l'Allemagne, avec le camp des futurs vaincus en 1913, avant la guerre. Loti s'est rendu une dernière fois à Constantinople avec son fils Samuel et à partir après 18, il ne reviendra plus. Il va tenter, c'est d'ailleurs ce qu'on peut lui reprocher à Pierre Loti, bien sûr, de disculper la Turquie de toutes les atrocités du génocide arménien, vous savez, à partir de 1915. Et à partir de 21, c'est sa santé qui décline. Il mourra 2 ans plus tard, en 1923, c'est toujours facile à calculer, il avait 73 ans. Et le leader turc de l'époque, Atatürk, va écrire à la famille Vio une lettre pour dire sa peine. Et quelques années plus tard, une colline d'Istanbul, la colline sur laquelle il aimait se rendre pour admirer la plus sublime des vues qu'on puisse imaginer, cette colline prendra officiellement le nom de Pierre Loti. C'est toujours aujourd'hui le nom qu'elle porte. Vous écoutez Radio Classique.